Bon, alors, une question vient de m'être posée qui est très importante et qui recoupe quelque chose dont je voulais parler justement maintenant. Alors, on va y venir petit à petit. Sur ouais, de la question c'était sur la question du présent. Est-ce qu'on peut, enfin, on peut pas vraiment saisir le présent dès qu'on en parle, il est déjà passé, ou alors il est à venir. Et alors, en fait, au fond, c'est la question du continuum. Et cette question du continuum hante les mathématiques, la physique, la philosophie depuis toujours. Et il me semble que n'a jamais été mieux posée cette question que dans les fameux paradoxes de Zénon. Et je pense qu'on pourra en parler un petit peu. Et alors, pour l'aborder, je voudrais revenir sur la problématique de la quantité, parce que, justement, on va voir que c'est lié. On a donc un espace-temps matière. Il y a des choses qu'on est capable d'identifier et de réidentifier au cours du temps. C'est en ça qu'elles peuvent être qualifiées de choses, d'objets, voilà, de corps physiques. Il y a des choses distribuées dans l'espace. Donc, dans un espace qui est en fait un ensemble de positions relatives, on voit tout de suite que, et ça, il n'y a pas besoin d'attendre la relativité pour ça, Leibniz l'avait bien compris, il n'y a pas d'espace absolu. On peut construire un espace absolu dans lequel on pose les choses et dans lesquelles elles ont des positions relatives du fait qu'elles soient posées là où elles sont posées dans l'espace absolu. On peut, mais on n'a pas besoin de ça. Et en réalité, la façon dont l'espace apparaît pour nous, c'est toujours vraiment à travers un espace entre les choses. C'est donc des positions relatives des corps les uns par rapport aux autres qui manifestent ces relations spatiales entre corps. Et donc, on a des corps disposés dans l'espace les uns par rapport aux autres et évoluant dans le temps selon un certain nombre de lois. Une loi, c'est une régularité. À chaque fois que je fais la même chose, il se passe la même chose. Et ces lois sont quantitatives, on l'a vu avec l'exemple de la balle. Reste à expliciter qu'est-ce que c'est qu'une quantité. Et il y a deux notions de quantité qu'on confond. Et c'est sans doute une bonne chose, enfin, sans doute une bonne chose de les unir, ou peut-être pas. En tout cas, ça pose question. Et je voudrais les expliciter, parce que ça va être quelque chose d'important. La quantité naît dans notre intuition par l'énumération, par le comptage. J'ai ici 3 craies. Et quand je dis j'ai 3 craies, je dis que j'en ai une, et puis une autre, et puis une autre. C'est évident. Mais je les distingue une à une, et je les compte par un processus itératif. J'en ai une, je l'oublie, j'en ai encore une, je l'oublie, j'en ai encore une. Alors après que je l'appelle 2, 3, etc., bon, ça c'est juste, on met des noms sur... Mais l'idée sous-jacente, c'est qu'on a un processus itératif où on identifie une entité individuelle et cette entité individuelle, justement, grâce à l'espace, je peux la distinguer d'une autre qui est aussi une entité individuelle, mais que j'assimile à la première, c'est-à-dire que je reconnais comme étant sa semblable, en quelque sorte.
Quand je dis ici j'ai 2 craies, vous voyez que j'ai dû abstraire quelque chose, beaucoup de choses en fait, pour dire que c'est 2 craies, parce qu'elles n'ont rien à voir ces 2 craies. Bon, d'abord, ce n'est pas la même craie. Si c'était la même craie, il n'y en aurait qu'une. Néanmoins, je prétends que ce sont 2 craies, sinon je ne pourrais pas les compter ensemble. Par exemple, j'ai une craie bleue et une craie blanche. Mais bien qu'il y en a une qui soit bleue et l'autre blanche, je vais prendre la verte parce qu'en plus elle n'a pas la même taille. J'ai une craie verte qui est longue et une craie blanche qui est courte. Mais je les appelle toutes 2 craies. Et c'est ça qui me permet de les compter ensemble. Je n'ai pas 2 craies vertes, je n'ai pas 2 craies blanches, j'ai 2 craies. Pour les compter ensemble, j'ai dû abstraire tout un tas de qualités de ces craies, comme leur couleur et leur longueur, et puis leur forme, et puis leur direction, et puis leur position, évidemment. Si j'ai besoin pour dire que c'est la même entité que je peux compter avec une autre, qu'elle soit au même endroit, alors là c'est fini, j'aurai jamais qu'un seul nombre, c'est 1. Donc on a des objets singuliers. Donc le comptage c'est quelque chose de très 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 spécifique. On a besoin de singulariser des éléments, parce que sinon il n'y en a qu'un. Donc disons, enfin, pour pouvoir les compter, il faut déjà les identifier. On revient à la question de l'identification et de la réidentification. Donc je les singularise, mais bien que les jugeant singuliers, je les juge semblables, au moins dans la mesure, selon certains critères qui me permettent de les compter ensemble et de me dire que j'en ai plusieurs. Je ne suis pas certain que j'arriverai, en écrivant une page entière, à vraiment spécifier ce que c'est que cette notion de... Qu'est-ce qu'il y a derrière ce comptage? Je vous encourage à faire des expériences, à essayer de vraiment expliciter. J'ai dit des mots là qui sont justes et qui sont... On voit de quoi je parle. On comprend que, voilà, à la fois c'est singulier, mais... donc, ils sont... Les corps que je compte ensemble doivent être différents, mais je les compte ensemble par le fait qu'ils sont semblables. Donc je leur reconnais quelque chose de semblable, malgré tout. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, justement, j'en ai qu'un, encore une fois. Donc il y a ce processus qui nous est tout à fait intuitif, naturel. On a une notion de quantité qui consiste en un comptage. Selon un processus itératif, j'en rajoute un, puis je peux encore en considérer un de plus et un de plus. Bon, après, on met des mots sur ces idées, mais l'idée sous-jacente, c'est qu'il y a une espèce de récurrence comme ça. Je peux toujours en considérer un de plus, et j'ai donc un nombre entier d'entités. Et c'est ce qu'on appelle ces nombres-là, 1, 2, 3, pour ceux qui ont fait des maths, et pour les autres aussi, c'est ce qu'on appelle les nombres entiers naturels. Alors ils sont entiers parce que ce n'est pas des demi-craies. Il n'y a pas 3,5 craies. Les entités, par définition, c'est des entités, elles ne se divisent pas. C'est des nombres entiers et ils sont naturels parce qu'ils sont naturels. Vous connaissez peut-être cette magnifique phrase Dieu a fait les nombres entiers et tout le reste est l'œuvre de l'homme. En mathématiques, c'est Kronecker qui disait ça. Oh, à chaque fois j'oublie. Enfin bref. J'adore cette phrase. Parce qu'effectivement, si vous cherchez à définir le nombre entier naturel, vous allez voir qu'il est naturel, vraiment. Et que du coup, pour le définir, c'est compliqué. C'est comme l'espace. Comment vous allez définir l'espace? Qui sait ce que c'est que l'espace? Mais c'est là. On sait tous ce que c'est que l'espace, mais... Et les nombres entiers, c'est pareil. Vraiment, on a cette idée de quantité par comptage. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, justement, sur ces 3 grandeurs fondamentales, ces 3 notions fondamentales qui sous-tendent notre représentation du monde, l'espace, le temps et la matière, on a une notion quantitative qui ne se laisse pas saisir à travers
un comptage de ce type. Parce que, et pourtant ce sont des quantités. Prenons l'espace. Il y a une notion quantitative d'espace, c'est-à-dire qu'il y a un sens très clair à dire que la distance entre A et B est plus courte que la distance entre A et C. Cette distance est plus grande que celle-là. Ça, c'est plus que ça. Comment on peut justifier ça? L'espace, on a l'impression... Donc, ce que ça veut dire, quand on dit une distance est plus grande qu'une autre, ça veut dire qu'il y a une quantité d'espace plus grande. C'est quoi une quantité d'espace? L'espace, on se le représente comme un ensemble de points. Donc une plus grande quantité d'espace, ce serait une plus grande quantité de points. Mais non. Combien il y a de points entre ces deux points-là? Une infinité. Combien il y a de points entre ce point-là et ce point-là? Une infinité. La même infinité. Pour les mathématiciens qui savent qu'il y a différents types d'infinis, vous savez aussi que c'est le même, il y a la même infinité entre ça, enfin là-dedans et là-dedans. Il y a la même infinité. À chaque point du petit segment, je peux mettre en relation un point de l'autre segment. Si celui-là est 2 fois plus grand que celui-là, il suffit que chaque point, je l'envoie, enfin, à une certaine distance d'ici, je l'envoie à la distance double. Tous les points seront atteints une seule fois, tous les points de départ aussi réciproquement. Il y a la même quantité de points. Si le mot quantité a un sens, et comment on donne un sens au mot quantité? C'est M. Cantor, Georges Cantor, qui nous a fait ce cadeau sublime de nous permettre de raisonner sur les infinis et d'aller au-delà de l'infini avec la notion de transfini. Je ne sais pas si tout le monde connaît la notion de transfini, c'est quelque chose de tout à fait essentiel et extraordinaire. Hilbert disait « Nul ne saurait nous chasser du paradis que Cantor a fait pour nous ». Parce qu'il y a eu des grandes questions à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, sur le fondement des mathématiques, parce qu'on rencontre des paradoxes avec les infinis. Et au point qu'il y a des mathématiciens, ce qu'on appelle l'école finitiste, ou les intuitionnistes, qui disent qu'on ne peut pas, on ne peut pas utiliser dans des raisonnements mathématiques la notion d'infini au risque simplement d'incohérence. Après, il y a les théorèmes de Gödel qui montrent qu'effectivement, on ne peut pas démontrer la cohérence d'un système axiomatique quelconque mathématique qui est assez riche pour inclure ne serait-ce que l'arithmétique ordinaire. Peut-être on en parlera si vous voulez, c'est quelque chose d'important pour ceux qui n'ont pas rencontré ces choses-là encore. C'est quelque chose de vraiment, vraiment très, 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 très profond. Aussi sur la notion d'axiomatique, etc. On y reviendra. Théorème d'incomplétude, toutes ces choses-là. On y reviendra si vous voulez, enfin on verra. Là, ce que je veux dire ici, c'est que la quantité d'espace n'est pas une quantité de points. Parce que sinon, entre n'importe quels deux points, il y a une infinité de points, et encore une fois, c'est toujours la même infinité. Donc c'est quoi la quantité d'espace? Pourtant, on a tous très clairement en tête cette notion. Je sais que si je marche 2 pas, et que ce n'est des pas de même taille, j'aurais parcouru une distance 2 fois plus grande. Ça a un sens. Tout colle dans notre description du monde en attribuant des longueurs, et je suis même capable de dire que ça au carré plus, si c'est un angle droit ici, plus ça au carré égale ça au carré. Donc j'ai une notion quantitative de distance qui est absolument incontestable, qu'on a tous. Encore une fois, un oiseau en a une. Enfin, cette notion de distance, elle est vraiment constitutive de notre représentation du monde, mais du monde lui-même, parce que tout ça est cohérent. Encore une fois, quand j'ai écrit la loi tout à l'heure de la durée de la chute, là, j'attribue un nombre à cette hauteur et il en sort une durée de la chute. Ça marche. C'est-à-dire, c'est pas juste j'attribue un nombre arbitrairement. Non, non, non. Cette relation numérique entre deux longueurs données, elle recouvre quelque chose de réel.
c'est de la réalité physique, ça fait partie du monde. Et je suis pourtant incapable d'identifier des entités que je compterais pour pouvoir donner un sens à cette quantité. C'est troublant. Alors vous savez tous comment on fait. Hein. Comment on fait, c'est simple. On dit ça, ça fait 1. Je décide que ça fait 1. Je prends un bout de métal, je dis ça c'est 1 mètre, je le mets dans le pavillon de Breteuil, et dorénavant, ça fait 1. Et une fois que j'ai décidé que ça fait 1, alors là, tout va bien, parce qu'après, j'ai une procédure effective physique pour mesurer. C'est-à-dire que si ça fait 1, je fais ça, puis ça, du coup, ça fait 2. Et là, je me mets à compter, parce que maintenant, j'ai des entités individuelles que j'ai objectivées, je dis ça fait 1, et après, je peux les reporter. Alors, je peux même reporter, je peux faire 1,5, etc. C'est quoi un demi? Quand j'ai 1, comment je fais un demi? Ben, je la coupe en 2, évidemment. Et ça veut dire quoi, je la coupe en 2? Ça veut dire que, en fait, je peux... Donc, si j'ai l'unité 1, je peux, en fait, définir à partir de l'unité 1, je peux définir l'unité 1,5. Ça veut dire quoi, l'unité 1,5? Ça veut dire que si elle, je la prends comme nouvelle unité et que je la mets bout à bout d'elle-même, je fais 1. Et donc, c'est en ce sens-là qu'elle vaut 1,5. C'est que 2 fois elle, ça fait 1. Donc, une fois que j'ai décidé 1, c'est bon, j'ai tous les nombres. Alors, j'ai tous les nombres rationnels. Et ça peut poser question. On va y revenir. On va y revenir au paradoxe de Zénon, de toute façon. Oups, pardon. Voilà, donc je suis obligé de définir une unité, mais on voit bien qu'elle est arbitraire. Je dis ça c'est 1, je pourrais dire ça. Ça ne changerait rien il y a une chose à laquelle ça ne changerait rien, c'est au rapport de longueur. Donc le nombre que j'attribue à une longueur est complètement arbitraire. Ça dépend de l'unité que j'ai choisie. Mais le rapport entre deux longueurs, lui, il est objectif. Donc c'est intéressant, parce qu'on a des quantités, en fait, qui n'ont de sens que par le rapport. Contrairement aux quantités, j'allais dire combinatoires, c'est pas le mot, mais de comptage. Peut-être combinatoire, c'est le mot, je sais pas. Enfin bref. Oui. Dans le premier cas des craies, oui. dans un nombre discret, ouais. on arrivait à mettre des distances entre chaque craie. Ouais. Et c'est ça le fait de les isoler, qui les rend discrets un peu. C'est ça, ouais. Alors que dans le cas du mètre étalon, quelle va être la distance entre les... Alors oui, alors je dis que je le mets bout à bout, c'est ça? Oui, mais il n'y a pas de distance entre ces deux distances. Oui, non, l'idée c'est que je les colle et que la fin de l'un c'est le début de l'autre. Mais effectivement, c'est quoi le point contact? C'est peut-être, oui, c'est une autre façon de voir la problématique de Zénon. Je rappelle la problématique de Zénon. Alors il y en a plusieurs, il y a la flèche, il y a Achille et la tortue. Prenons le cas le plus simple. Je veux aller d'un point A à un point B. Zénon remarque que nécessairement, il y a un moment, je dois passer par le point milieu. Donc ça, c'est une première étape. Il faut déjà que je fasse la moitié du chemin. Mais après, il me reste la moitié. Ah, ok. Bah, pour faire cette deuxième étape, en fait, il faut déjà que je fasse la moitié de la nouvelle étape. Ok. Ah oui, mais je n'ai pas fini. Il faut encore faire ça. Du coup, il faut déjà que je fasse la moitié, mais je n'ai pas fini. Etc., etc. Et Zénon fait remarquer fort justement que ce processus ne s'arrête jamais. Et donc, il est impossible d'aller d'un point à un autre. Puisque ça nécessite une infinité d'étapes, il faut passer par une infinité de points intermédiaires. Alors comment on sort de ça? Alors on peut en sortir numériquement en faisant appel aux mathématiques. Je prétends que ça ne permet pas du tout de sortir du problème. On va l'expliciter. Donc, si on dit que cette distance c'est 1, donc bien évidemment la première étape,
consiste à parcourir la moitié de la distance, la deuxième, la moitié de la moitié, c'est-à-dire un quart, ensuite la moitié de la moitié de la moitié, un huitième, etc. Donc en fait, à chaque étape, on parcourt 1 sur 2 puissance n, et on peut, de façon très très rigoureuse mathématiquement, montrer, sans surprise, parce qu'à la limite ça se voit là, que la somme pour tous les n de 1 jusqu'à l'infini, on peut donner un sens à la limite de la somme quand je fais 1,5 plus un quart plus un huitième. En faisant cette somme, si je l'arrête au rang n, au rang grand N, ça me donne un certain nombre qui est plus petit que 1. À chaque fois que je m'arrête, c'est plus petit que 1, mais je me rapproche de plus en plus de 1, et il y a une façon rigoureuse de donner un sens à la limite du processus, qui, si je les somme tous jusqu'à l'infini, reste à savoir ce que ça veut dire, mais en tout cas, si je prends tous, il n'y a aucun que je peux désigner comme un que je n'ai pas pris. C'est ça que ça veut dire, je les prends tous. Si je les prends tous, ça fait très exactement 1, sans surprise. C'est très simple à démontrer, c'est-à-dire que si vous arrêtez au rang n, 1,5 plus un quart plus un huitième plus 1 sur 2 puissance n, ce qui reste, c'est justement 1 sur n. Alors vous voyez, quand j'ai pris qu'un demi, il reste un demi. Quand j'ai pris un demi plus un quart, il reste un quart. Quand j'ai pris un demi plus un quart plus un huitième, il reste un huitième, etc. Donc, quand j'ai pris tout jusqu'à 1 sur n, il reste 1 sur n. Et le 1 sur n, quand n tend vers l'infini, la quantité qui reste, je la divise de plus en plus, à la fin, il n'y a plus rien. Alors, il n'y a plus rien, c'est pas 0 non plus. Pour chaque valeur de n, le 1 sur n, c'est pas 0. Mais quel que soit le nombre que je me fixe à l'avance, aussi petit soit-il, il existe un rang n tel que ce 1 sur n soit plus petit que ce nombre que je me suis fixé. Donc il n'y a aucun nombre qu'on ne puisse pas dépasser par ce processus. Et donc on dit qu'à la limite, on arrive, et ça fait 1. Et ça a un sens mathématique très précis. C'est la définition de la limite de ce processus, c'est bien 1. Et donc, effectivement, ok, il y a une infinité d'étapes, et aucune d'elles n'a une longueur nulle, mais néanmoins, la somme infinie de ces nombres dont aucun n'est nul, cette somme infinie n'est pas infinie. Cette somme infinie est majorée par 1, et à l'infini vaut 1. Bon, ça, c'est la résolution mathématique, en quelque sorte, du problème. Néanmoins, il reste la question... Alors d'abord, il reste la question physique. Quel sens donner à ces étapes de plus en plus petites, et est-ce que vraiment on peut découper l'espace jusqu'à l'infini? Est-ce qu'on peut considérer des distances aussi petites soient-elles? Ou est-ce qu'il y a un moment, on rencontre un espèce d'atome d'espace, comme sur la matière, on peut la découper de plus en plus, et à un moment, on arrive sur un atome. Est-ce qu'on peut encore découper l'atome? Alors, il y a des particules subatomiques. Alors, le problème, c'est qu'une fois qu'on fait ça, donc c'est pour ça, évidemment, que les atomistes, depuis des millénaires, maintenant, ont invoqué cette idée qu'il y a un moment, il faut que le processus s'arrête, parce que sinon, on sent qu'il y a quelque chose qui frotte, il y a quelque chose qui pose problème. Est-ce qu'on peut avoir des quantités aussi petites qu'on veut, jusqu'à l'infini? Ce n'est pas juste très petite, il y a un problème avec l'infini. Alors, on a redécouvert l'atomisme au XIXe siècle, parce qu'on a découvert les atomes, ce qu'on appelle les atomes constituants de la matière. Et puis à la fin du XIXe siècle, révolution, on découvre les particules subatomiques, on découvre un monde plus petit que l'atome, et donc finalement, c'était pas si insécable que ça. Oui, mais si, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on arrive à ce monde subatomique, on s'aperçoit que la réalité physique change du tout au tout. Alors en fait, elle change, disons, c'est pas qu'elle change du tout au tout, la réalité physique, elle est ce qu'elle est, mais on ne peut plus la modéliser de façon classique en termes d'entités localisées, etc. Et on tombe par exemple sur la physique quantique avec des entités, des champs qui s'étendent à travers tout l'espace, etc. Et donc, en fait, on change complètement de paradigme. Est-ce que la même chose devra se produire pour l'espace et le temps? C'est une question qui est ouverte. Il est probable que oui. La vérité, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que l'espace.
on ne comprend pas ce que c'est que l'espace. On peut le modéliser, on constate qu'il y a un sens à parler de la distance entre deux points, au moins jusqu'à un certain point. Ça permet d'écrire des lois ou avec des durées, avec des longueurs, tout ça fonctionne très bien. Donc, mais c'est une représentation du monde. Quel est le rapport entre cette représentation du monde et la réalité physique? Y a-t-il une réalité physique de l'espace, du temps? Dans notre intuition physique, c'est clair que c'est à la racine de tout. Mais jusqu'à quel point? Et alors, donc ça, c'est la question physique associée à ce processus. Il y a aussi, évidemment, la question philosophique, si on peut dire, qui ne me paraît pas du tout tranchée, résolue non plus par cette résolution mathématique. On invoque toujours, on dit, oui, Zénon, c'est plus un problème. Évidemment, c'était il y a tellement longtemps, 2500 ans, ils étaient ignorants en mathématiques, ils ne savaient pas, mais vous voyez, pof, somme des 1 sur 2 puissance n égale 1, c'est résolu. Ça ne résout rien du tout. La question ici, c'est que néanmoins, il y a une infinité d'étapes à accomplir. Et la question qui tue, c'est quelle est la dernière étape? Et il n'y a pas de dernière étape. Chaque étape que vous pouvez désigner dans ce processus n'est pas la dernière. Et pourtant, le processus se termine. Le processus se termine sans qu'il y ait jamais eu une dernière étape. Bah, si c'est terminé, c'est qu'il y en a une. Oui, mais alors c'est laquelle? Aucune que vous pouvez désigner n'est la dernière étape. C'est quand même un... Allez-y, oui. Mais est-ce que la question de rechercher une dernière étape, ça présuppose pas... Enfin, ça n'est pas qu'on voit le temps de manière discrète, en fait. Un nombre de moments, alors qu'il n'y a rien qui nous dit que c'est la manière de... Si le temps, c'est quelque chose de continu, oui. On ne peut pas le séparer, cette définition continue, donc ouais. Des moments discrets, donc il n'y a pas de souci d'une dernière étape. Il n'y a pas besoin d'y avoir une dernière étape, il peut y avoir une infinité d'étapes de plus en plus petites dont la somme fait... D'accord, mais alors là vous invoquez maintenant la continuité du temps, et vous avez raison, parce qu'il y a le même problème sur le temps, mais néanmoins, alors, donc je représente le temps verticalement ici, on fait souvent ça en relativité, juste pour le distinguer de l'espace, comme ça. Le temps est, la question sous-jacente, c'est le temps est-il une succession d'instants? C'est comme ça qu'on le conçoit. Mais effectivement, de la même façon qu'on conçoit l'espace comme une juxtaposition de points. Ça pose problème sur la juxtaposition des points, mais vous dites non, ça pose problème que parce qu'on considère qu'on juxtapose, c'est-à-dire dans le temps, c'est-à-dire qu'on a une succession continue d'instants. Ok, alors, si on n'a pas Ah oui, non, vous dites le problème est si on considère qu'on a une succession discrète d'instants. Alors effectivement, non. La question de la juxtaposition d'instants pose problème aussi, donc supposons que ce soit un continuum. Mais la question, c'est quoi un continuum? Parce que, néanmoins, si vous dites que j'ai un continuum d'instants, ou un continuum de points, parce que c'est exactement le même problème, ou un continuum de nombres dans la droite réelle, puisque vous êtes mathématicien, vous voyez très bien de quoi je parle là. D'abord, c'est quand même un continuum de choses. C'est-à-dire la droite des réels. Alors la droite des réels, c'est l'ensemble de tous les nombres. Hein. On prend un 0 quelque part, et puis il y a le point 1, on prend justement une longueur arbitraire, et puis le point 2, évidemment, le point demi est là, le point, etc. Et donc on peut avoir tous les nombres, 1, 2, 3, 7, 2, 8, 5, et on peut mettre des nombres jusqu'à l'infini, des décimales jusqu'à l'infini. Et ça, c'est censé représenter la droite physique. Ce qui est une question, on n'en sait rien. Mais si c'est le cas, c'est donc un continuum du même ordre, etc. Néanmoins, c'est un ensemble de nombres. C'est-à-dire que le continuum des réels, il y a les réels. Donc de la même façon, le continuum du temps, il est fait d'instants quand même. Et le problème, c'est quelle est la durée d'un instant? 0, bien sûr, puisque la durée... dans notre conception du temps et par définition des instants et de la durée et du lien entre les instants
et la durée. Comment on définit les instants à partir des durées? On fixe un 0 arbitraire, on dit, toc, maintenant c'est 0, et donc l'instant 3,2 en secondes, c'est l'instant tel que, entre l'instant de référence et l'instant en question, il s'est écoulé 3,2. Donc, les durées permettent de définir des instants. Et les instants sont... Voilà. Donc, vous avez un ensemble d'instants. Donc, je reviens à la question, quelle est la durée d'un instant? Par définition, la durée entre deux instants, le delta t entre l'instant t1 et l'instant t2, c'est t2 moins t1, le nouvel instant moins l'ancien. Donc, la durée à l'instant t1 de l'instant t1, c'est entre lui et lui-même, et donc c'est 0. Pardon d'expliciter ça, mais voilà. Donc, la durée d'un instant, c'est 0. OK? Et l'ensemble des instants forme une durée. Comment vous pouvez faire, comment en ajoutant des zéros, vous allez faire? Alors bien sûr, ajouter une infinité de fois 0, vous allez dire, ça peut faire l'infini. Ça peut aussi faire 0. On peut aussi dire que ça ne fonctionne pas juste par somme. Parce que, eh oui, mais pourtant on fait des sommes de durée. Oui, une somme de durée. Mais ouais. Personnellement, pour moi, c'est différent. Ce serait la différence entre une somme de longueur et une somme de points. C'est pas la même chose. Oui. Un point n'est pas une longueur. Oui, mais... Donc un instant, c'est pas une durée. Donc une somme de durée, il n'y a pas spécialement de problème. 2 secondes plus 5 secondes, ça fait 7 secondes. Tout à fait. Et une somme de 2 instants, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'ils sont interrogés. Tu ne peux pas se produire en deux temps. Non, je suis d'accord. Ouais. C'est quand même une somme avec un moins et 2 instants. Ça dépend comment tu penses. Un moins, c'est une somme. Oui, non, je suis d'accord. Ça dépend comment tu... Je pense que la représentation de T2, enfin T2 moins T1, pour moi, c'est pas la différence de 2 instants. C'est la différence... C'est la différence de 2 durées. Ouais. Exactement, la différence de 2 durées. C'est vrai. C'est la différence de 2 durées à partir d'un instant de référence. Entre 0 et 1, c'est vrai. En tout cas, pour moi, ouais. Je le vois, c'est pas la différence entre 2 points, c'est la distance entre 2 points, ce qui n'est pas la même chose. Oui. Je suis d'accord avec ça, mais on retombe sur le fait que justement, on a des distances qui sont des quantités, au sens où voilà, on peut les soustraire, les additionner, et leurs rapports ont un sens numérique, mais qui sont des quantités qui ne sont pas obtenues par comptage. Mais qu'on peut compter dès lors qu'on a choisi une entité, mais cette entité est arbitraire, contrairement au Cray. Et bon, c'est comme ça. Alors, on s'en sort, mais il reste quand même le paradoxe de Zénon. Je ne suis pas sûr d'avoir compris comment vous estimiez qu'il était résolu. Si je dis quelle est la dernière étape, résolu, je ne sais pas, mais je pense que en fait, je ne vois pas en quoi je peux identifier spécialement un sens, ouais. Juste parce que l'intervalle 0,1 il n'est pas dénombrable. En fait. Donc, ça a pas donner plein d'étapes, c'est essayer de dénombrer quelque chose qui n'est pas dénombrable. Oui, mais la question physique sous-jacente, c'est est-ce qu'elles ont lieu ces étapes? C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, à un moment, j'ai été à 1 moins 1 sur n? Et, vous voyez, et si l'espace est un continuum, la réponse est oui. C'est-à-dire, pour passer de là à là, je dois passer par tous les points. Il y en a une infinité non dénombrable, en effet, mais j'y suis effectivement passé. Est-ce que je peux attribuer un instant au moment où j'y suis passé? La réponse est oui pour la physique. Si je vais à la vitesse v, que je pars de 0, ma position ici, x, ça va être très exactement v fois t. T est un continuum, x est un continuum, tout ça est parfaitement cohérent, bien sûr. Néanmoins, il y a un instant auquel j'étais à un certain endroit. Et donc, je peux identifier cet instant comme une étape. Cette étape a eu lieu. Et donc, je peux choisir des étapes intermédiaires en divisant par 2 l'intervalle. Toutes ces étapes ont eu lieu. Aucune de ces étapes n'a été la dernière. Mais je pourrais argumenter qu'on ne peut pas attribuer à chaque étape une distance. Bah si. Parce que l'intervalle est indénombrable. Donc, il y a un moment à chaque étape, vous pouvez...
Ah non, mais à chaque étape, vous pouvez attribuer un nombre, une distance. Ou en tout cas que le nombre d'étapes ne va forcément pas correspondre au nombre de distances. Le nombre d'étapes va correspondre à la distance parcourue jusque-là. Le nombre d'étapes multiplié par la distance de chaque étape ne peut pas correspondre pardon, à la distance totale. C'est ça, parce que c'est un dénombrable. Donc il y a un moment où on a une distance de plus que la dernière étape. Alors, cette somme est dénombrable. Ouais. Oui, non, je parle de l'intervalle. Ouais. Oui, mais vous êtes d'accord que chacune de ces étapes a eu lieu. À chacune de ces étapes, je peux attribuer une distance parcourue. Et aucune de ces étapes n'aura été la dernière. Et néanmoins, à un moment, le processus est terminé. Non, ça vous... Mathématiquement, évidemment, il n'y a pas... Encore une fois, voilà. Mais moi ça m'épuise pas, ça n'épuise pas ma fascination, en fait. Je vois ce que vous voulez dire, mais Ouais. auquel cas on peut juste argumenter qu'il suffit de dépasser le point B. Pardon? Il suffit de dépasser le point B, on a un autre point B, on fait un pas de plus. La question, Oui, mais c'est ça, mais il y a un moment, on va même dépasser B, c'est-à-dire qu'on aura accompli plus d'une infinité d'étapes. Mais en fait, voilà, si je considère ces étapes successives, je peux même aller au-delà de l'infini. C'est quand même un peu... Alors, je parlais de Cantor. Cantor a parlé des transfinis, justement. On peut attribuer une cardinalité à l'ensemble de toutes ces étapes et considérer cette infinité-là comme une entité en soi, et après on peut en faire une de plus, etc. Donc, enfin, on ne va pas faire la théorie des transfinis, mais on peut manipuler des infinis. Néanmoins, je trouve que la question physique reste posée. Ces étapes, on les effectue. On les effectue à des instants bien définis. Si vous voulez, vous aviez une question. Est-ce qu'une longueur, c'est un ensemble de points? Est-ce qu'une durée, c'est un ensemble d'instants? Alors mathématiquement, on peut le traiter comme ça, bien sûr, et c'est un continuum indénombrable, très bien. Mais la question physique reste posée, je veux dire. Est-ce que oui ou non, on peut, le temps peut être conçu comme une succession d'instants, mais une succession... C'est vraiment le problème, c'est que c'est le problème du continuum. Chaque instant est de durée nulle. Il n'y a pourtant que des instants. Et ça fait des durées non nulles. C'est le problème du continuum, qui est résolu mathématiquement, on est bien d'accord. Mais, après, tout en ayant résolu cette question mathématique, c'est-à-dire qu'on sait définir la droite des réels, on sait définir l'ensemble des nombres réels, qu'on note comme ça pour ceux... Voilà. On sait définir ce nombre. Vous savez qu'on ne sait pas tout sur les réels, en particulier, on ne sait pas justement... C'est la fameuse hypothèse du continu. On ne sait pas s'il y a un infini intermédiaire entre l'infini dénombrable, par exemple le nombre d'étapes qu'il y a là, et le continuum des réels. On ne sait pas. C'est une question, c'est une des principales questions ouvertes. Ça s'appelle l'hypothèse du continu. L'hypothèse du continu, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre l'infinité des nombres et l'infinité continue des nombres réels. On sait concevoir, donc Cantor, tout le travail de Cantor, des infinis plus vastes que l'infini des réels. Il suffit de prendre l'ensemble des parties de R. Enfin, on peut constituer comme ça des infinis croissants jusqu'à l'infini. Une infinité d'infinis différents. On ne sait pas si entre ça et ça, c'est-à-dire l'infini des nombres entiers, on ne sait pas si
il y a des infinis intermédiaires. C'est extraordinaire. Et quand on dit qu'on ne sait pas, ça veut dire que pour autant qu'on sache, dire qu'il n'y en a pas ou dire qu'il y en a, c'est également possible. Et là, on retombe sur Gödel et les théorèmes d'incomplétude. Il se pourrait que cette question soit un indécidable de la théorie des nombres reconnus, par exemple, ZFC, enfin Zermelo, Frankel, avec l'axiome du choix, par exemple, ou une autre. Il se pourrait que ce soit un indécidable, c'est-à-dire qu'il se pourrait très bien que, en disant que oui, il y a un infini intermédiaire, ou en disant que non, on construise deux théories qui sont toutes deux parfaitement cohérentes, enfin tout autant cohérentes. C'est-à-dire que si l'une est cohérente, l'autre peut-être sont toutes les deux incohérentes. Mais donc, il se peut qu'il y ait plusieurs mathématiques en fait parfaitement compatibles avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, y compris la description des continuums, etc. Et du coup, oui, et du coup, disons, ça pose la question de l'adéquation à la réalité physique de façon plus vive encore. Parce qu'on voit bien qu'on est en train de modéliser des choses. Est-ce que ça correspond à la réalité physique? Sachant que la modélisation elle-même, sans rien changer à ce qu'on sait de la modélisation, on pourrait faire deux sous-parties de la même modélisation qui seraient fondamentalement distinctes et qui ne changeraient rien à la manière dont on décrit le monde. Mais le vrai monde, est-ce que c'est l'une de ces deux-là? C'est encore une autre, etc. etc. Alors, il y avait, je ne sais pas qui voulait... Vous aviez... Je crois que vous avez déjà répondu, je ouais. pense, mais vous avez parlé donc des étapes ouais. qu'on atteint, et il y a effectivement une possibilité d'avoir cette façon d'envisager, d'avoir une infinité de points, donc toujours entre des étapes, ouais. Ça rejoint ce que vous décrivez à l'instant. Eh oui, oui. Eh oui. Et donc, est-ce que oui ou non, on peut considérer, est-ce que ça a un sens physique de parler d'une distance aussi petite qu'on veut? Est-ce qu'on peut subdiviser l'espace et le temps? La question se pose. Et Zénon a aussi fait des paradoxes temporels, hein, le paradoxe de la flèche, qui est à chaque instant, elle est là où elle est. Quel est le sens de dire qu'elle a une certaine vitesse? À chaque instant, elle est là où elle est au repos là où elle est. En fait, comment on peut définir la vitesse d'un corps à un instant donné, en fait? Puisqu'à un instant donné, la vitesse est définie comme la distance qu'on parcourt entre deux instants. Mais à un instant donné, on ne parcourt pas de distance. Et donc, à chaque instant, la flèche est au repos et néanmoins, elle se déplace. Comment une succession de repos peut créer du mouvement? C'est un autre paradoxe. Oui. Elle a été prouvée indécidable? Oui, en 63, qu'elle est le contrat avec les continues et aussi, ça forme aussi une théorie cohérente. Avec, ah, vous avez raison. Elle a été prouvée indécidable? Ah oui, dans ZFC, elle est indécidable. Vous avez raison, c'est ça. Ah oui, 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 exact. Donc, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. C'est ça. Je disais que ce n'était pas tranché. C'est tranché. Ce qui n'est pas tranché, c'est que les gens qui travaillent sur l'hypothèse du continu essayent de trouver des axiomes qui trancheraient la question de l'hypothèse du continu, évidemment en sortant du coup de ZFC, mais avec un axiome qu'on pourrait accepter ou pas accepter, mais qui pourrait nous paraître naturel. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, oui, c'est ça les mathématiques qu'on a en tête, en quelque sorte. En fait, la question, c'est qu'on ne sait pas définir, on n'est pas sûr de qu'est-ce qu'on entend par arithmétique, c'est-à-dire quels sont les axiomes sur lesquels on ne lâchera pas, parce que c'est vraiment ça notre intuition. Et l'hypothèse du choix, par exemple, n'est pas forcément directement intuitive. Certains la refusent. Est-ce qu'on est capable de formuler des axiomes qui nous paraîtraient effectivement correspondre à notre intuition, soit physique, soit mathématique, ce n'est pas forcément la même, et qui
trancherait la question d'hypothèse du continu. Ouais. Donc voilà, merci pour la précision. Effectivement, dans ZFC strict, ça a été tranché et c'est indécidable. Remarquable. Oui? J'ai du mal à comprendre le problème que pose la nullité des instants. Enfin, je ne suis pas du tout mathématicienne. Non, mais c'est... On pose le zéro, mais enfin, même si on pose le zéro n'est pas rien. Donc en quoi ça pose un problème? Parce qu'il y a quelque chose derrière l'instant, et même si ça correspond au zéro, il y a ce quelque chose qui correspond au zéro, mais en quoi ça pose un problème finalement de se dire, il y a zéro derrière l'instant, et donc finalement, il y a un problème parce qu'il y a quand même une durée. Alors je crois que je vois votre question, et le problème que ça pose, me semble-t-il, c'est que si vous avez un instant qui n'a pas d'épaisseur du tout, donc qui n'a pas de durée nulle, si vous considérez 12 instants, la somme de 12 instants, ça reste de durée nulle. 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça fait encore 0. Donc vous pouvez ajouter autant de zéros que vous voulez, ça n'aura toujours pas de durée. Mais le zéro correspond à quelque chose, il ne correspond pas à... Oui, mais il n'a pas de durée. Alors, c'est peut-être... Ouais, non, dites. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas incompatible. Enfin, ça ne paraît pas incompatible. Alors, si vous avez des instants qui se succèdent, aucun d'eux n'a une durée, mais pris ensemble, ils font une durée. Alors, bien sûr, il y a la question de l'infini non dénombrable, j'ai bien conscience, mais pour expliciter le problème. Aucun d'eux n'a une durée. Si vous voulez fabriquer une durée, il faut mettre un espace entre les deux. Il faut mettre une durée entre eux. Parce que là, du coup, la durée, elle est forcément linéaire. Non, qu'est-ce que vous entendez par linéaire? Là, enfin, pour l'espace entre les instants, vous avez tracé un axe, et donc vous représentez la durée selon... Alors, non, je peux faire ça, voilà. Oui, mais pour la durée en tant que telle, elle est continue. Est-ce que le continu est forcément linéaire? Est-ce qu'on ne peut pas le considérer autrement? Linéaire, ça veut dire qu'on peut le considérer comme une ligne. Oui, c'est ça. Comme une... Oui. Sinon, s'il y a des trous dans la ligne, c'est plus continu. Même s'il y a des trous dans la ligne, vous faites quand même une ligne. Est-ce que ça ne peut pas être autre chose qu'une ligne? Est-ce que ça ne peut pas être... Oui. Alors, je ne suis pas sûr de voir ce que ça pourrait être, mais vous allez nous dire. Mais juste avant, néanmoins, les durées s'ajoutent. Parce que ça c'est quand même une contrainte. C'est-à-dire que le temps, on n'est pas juste libre d'imaginer n'importe quelle représentation de cette notion, parce que, disons, en tout cas, il y a une contrainte qui est que si je déclenche mon chronomètre et que je vois passer 1 seconde, puis après 2, puis après 3, c'est bien la succession de 3 fois 1 seconde. C'est-à-dire qu'elles s'ajoutent quand même les durées. Et elles s'ajoutent de façon ordinaire. C'est en ce sens-là où, si je définis une durée et que je prétends que ça a un sens, c'est ce qu'on prétend dans la réalité physique, qu'il y a une notion de durée, alors, et ça a un sens d'avoir une durée 2 fois plus grande, si jamais ce sont des... J'ai le même phénomène, disons, j'ai un phénomène qui dure un certain temps, si je répète le même phénomène à la suite du précédent, ça va durer 2 fois le temps. D'accord? Donc, ça veut dire, c'est ça que ça veut dire juxtaposer. Sinon, ça veut dire que j'ai un espace entre les deux? Ou bien déjà, cette idée-là, déjà, vous paraît restrictive? De considérer qu'on puisse mettre bout à bout, comme on met bout à bout dans l'espace, on met bout à bout dans le temps, c'est-à-dire successivement dans le temps? C'est ça où vous dites, en fait, ça pourrait être autre chose? Non, pas dans ce sens-là, mais tout à l'heure, vous parliez de référentiel, donc considérer quelque chose par rapport à quelque chose. Ouais. Et est-ce que finalement,
on est obligé de considérer la durée et donc se poser le problème du zéro des instants que par cette juxtaposition. Je crois qu'elle demande si le temps est absolu. Est-ce qu'il y a un temps absolu? Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, quelles sont les dimensions du temps? Parce qu'on considère le temps comme une dimension, mais finalement, est-ce que c'est pas restrictif de penser le temps une dimension? Alors, certainement, c'est restrictif de considérer que le temps n'a qu'une dimension. On n'en a jamais fait l'expérience d'autres, pour autant que je sache. Il y a des physiciens qui ont essayé de faire de la physique avec une deuxième dimension temporelle, par exemple. Ça n'a jamais mené à quoi que ce soit d'utile et de pertinent, mais peut-être un jour. Donc ça, je ne suis pas en train de dire que le temps est nécessairement une dimension unique, mais le temps dont on parle, le temps intuitif, parce que pour l'instant on en est à notre intuition, le temps intuitif porte en lui l'idée que des intervalles de temps se succèdent les uns aux autres, et qu'effectivement, dans une heure, ce sera dans une heure, et dans 2 heures, ce sera une heure après dans une heure. C'est comme ça qu'on se représente le monde, et ça marche bien. Quand j'ai parlé de la chute d'un corps, et que j'ai dit que ça prend un certain temps, il est clair que le temps que ça prend à chuter d'une hauteur h, c'est le temps que ça prend à chuter d'une hauteur h sur 2, plus le temps, plus au sens de plus. Donc c'est cette durée-là, plus le temps que ça, plus la durée pour faire la deuxième partie du chemin. Alors je pourrais faire de la même façon, plus la durée que ça prend pour faire un quart, un huitième, etc. Et cette somme fera la durée totale si je pousse à l'infini, ce qui ne pose aucun problème mathématique. Mais n'empêche, il y a bien une succession des intervalles de temps. Et cette succession, elle est linéaire au sens où, exactement comme si je dis la distance entre ce point-là et ce point-là, c'est celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Enfin voilà, par exemple, je divise en 4 bouts. C'est ce bout-là, plus ce bout-là, plus ce bout-là, plus ce bout-là, à condition qu'ils soient alignés. Parce que sinon, si je passe par là, puis par là, puis par là, puis par là, la distance là, c'est pas du tout celle-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Donc l'idée de la linéarité, elle est dans le fait que la durée totale, c'est la somme des durées intermédiaires. Ça veut dire qu'il y a une direction. Ou en tout cas que les durées dont je parle sont toutes alignées. Ce qui revient à... Alors peut-être qu'il y a une autre forme de temps que je n'ai pas encore su identifier, qui part dans une autre direction, peut-être. Mais toutes les durées dont on parle, c'est effectivement, il n'y a qu'une direction. Et je repère chaque instant par la durée par rapport à un instant de référence. Donc si on en revient tout à l'heure aux coordonnées d'un espace à 2 dimensions, 3 dimensions, pour le temps, si je donne un top départ et que je dis c'est dans 2 heures, je désigne un instant unique. C'est en ce sens-là où c'est linéaire. Alors, en prenant les concepts de possible et d'impuissance, ouais. Donc ça voudrait dire qu'il y a forcément un début à quelque chose et que dans la considération du temps, on est obligé de mettre un début à quelque chose et qu'on est obligé de nier ces concepts de possible et de puissance. Parce que moi, c'est en pensant par rapport à ça, si on prend les concepts de possible et en puissance, à ce moment-là, il y a une autre dimension au temps. Parce qu'il n'y a pas de... Je ne suis pas sûr de vous suivre. Vous dites que quelque chose qui serait possible, mais qui ne s'actualisera pas, ou qui peut s'actualiser, mais il y a un moment où elle existe sans pour autant... Ouais. C'est ça, je crois qu'il y a un autre monde possible dans lequel un événement aurait lieu. Et donc du coup, il y a une autre... C'est pas la différence entre elle existe et elle est probable, ou elle est le champ des... Mais en tant qu'elle est probable, elle existe finalement. L'idée existe. Elle existe comme possibilité, vous voulez dire. Oui. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas une autre
Alors, pardon? Ouais. Non, je dis juste qu'on peut le penser et du moment qu'on n'arrive pas à voir que ça fonctionne et qu'on n'a pas d'outils pour... Mais on perçoit une durée en tant que... Oui. Oui, mais la durée, vous l'apercevez. S'il n'y a pas d'utilité, du coup, bah... En gros, des temporalités, par exemple, un rêve, je rêve que 5 ans qui se sont passés, il y a une temporalité différente. Ce serait... Non, c'est pas dans ce... Je ne sais pas si c'est le mot là, mais on a des distances qui peuvent être fractales, avec des dimensions de 0,1, de 0,2, etc. Parce que Oui. de toute façon, on pourrait imaginer une échelle de temps qui ne soit pas linéaire. Oui, on peut imaginer, on peut parfaitement imaginer une autre structure mathématique derrière le temps. Tout ce que je dis, c'est que l'intuition physique qu'on a du temps contient l'idée que la succession de deux durées correspond à une durée qui est la somme des durées individuelles. Je dis juste ça. Ouais. Est-ce que du coup le problème, ça vient pas juste de la définition du temps comme une succession d'instants? Parce que ça c'est une définition qu'on Et oui. a affirmée, mais il faudrait peut-être... Oui, de même que est-ce que l'espace est un ensemble de points? C'est le point qu'on soulève depuis tout à l'heure, effectivement. C'est que on a une notion de quantité d'espace qui n'est pas une quantité de points. Néanmoins, on a l'idée que l'espace, c'est une juxtaposition de points. Et pareil pour le temps, on a une notion de durée qui n'est pas une quantité d'instants. Et néanmoins, on a l'idée d'une durée comme une succession d'instants. Est-ce que ça... Alors mathématiquement, on s'est formalisé, très bien. Est-ce que pour autant, ça ne pose pas de problème? Voilà, justement, mon point, c'était justement de dire que je pense que oui, en réalité. Je pense que ce simple fait pourrait... Enfin, j'allais dire, ce simple fait implique que... Non, puisqu'on sait le formaliser et ça marche. Donc je ne dis pas que la physique classique est incohérente. Mais... peut-être ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il ne faut peut-être pas s'étonner si quand on pousse un peu plus loin, on tombe sur... justement, on commence à regarder les endroits où on pourrait... où le réel pourrait démentir cette formalisation. Parce que certes, c'est notre intuition. Et je pense que c'est quand même important de voir que notre intuition dit ça. Notre intuition dit que le temps est une succession d'instants et que l'espace est une succession de points, puisque effectivement, je peux considérer le point milieu entre deux points. C'est-à-dire que Zénon, ce que fait Zénon, c'est qu'il met le doigt sur le truc, mais ces paradoxes sont intéressants parce que on peut pas juste dire ah ben non, si je considère deux points, il y a un point au milieu. Et c'est même le sens même de l'espace comme espace entre les choses que forcément, si j'ai de l'espace qui n'est pas nul, alors il y a un point au milieu. Ça doit être le cas. Mais ça conduit à effectivement, disons, en acceptant ça, on est obligé d'accepter bien plus que ça. On est obligé d'accepter des continuums, des choses comme ça, qui, si on regarde vraiment, peut-être on se dit, après tout, finalement, peut-être pas. Vous voyez? Et parce que, alors, souvent, quand on parle de ça, ou quand les gens essayent de faire de la vulgarisation un peu cheap, je ne sais pas comment dire, on va dire « Ah oui, bah alors il y a des atomes d'espace, ou il y a des atomes de temps, où en fait l'espace serait discret et pas continuum. » On entend souvent. Mais qu'est-ce que ça veut dire un espace discret? Ça veut dire qu'il y a un point là, puis un point là, puis un point là, avec pas de point entre les deux. Mais s'il n'y a pas de point entre les deux, c'est le même point alors. Qu'est-ce qui les distingue? L'espace, c'est justement ce qui distingue les points. Donc vous ne pouvez pas dire j'ai un point là, puis après j'ai un point ailleurs. Non, l'espace, c'est les points. Ou alors l'espace, ce n'est pas les points. Ah, d'accord, mais c'est autre chose. Ce n'est pas j'ai un espace discret, avec juste certains points, puis il en manque d'autres. S'il en manque, c'est du coup... comment vous distinguez l'autre d'après? Vous voyez, c'est important de voir ça. Donc, mais vous avez raison.
c'est pas du tout garanti qu'il y ait un problème, c'est peut-être juste pas la bonne représentation de ce que c'est qu'un instant et de ce que c'est qu'un espace. D'autant que, et c'est justement ça la chose, c'est que on parle de points, c'est-à-dire de lieux et d'instants, donc de points dans l'espace et dans le temps. On parle de lieux et d'instants comme une construction secondaire par rapport à ce qui semble être premier, qui est l'espace, en tant que distance entre. C'est-à-dire, la distance est préalable aux instants, aux positions, et les durées sont préalables aux instants, semble-t-il. Enfin, disons, c'est... Et donc, on a une notion d'instant, parce qu'on a une notion de durée, et donc on définit les instants, en fait, comme les limites entre des processus. En même temps, on a une notion quand même, comme je disais tout à l'heure, on a l'idée que la réalité est instantanée, et que ça marque un événement du monde, et que cet événement du monde, il est situé par rapport à un autre événement du monde, celui-ci maintenant, il est situé avec une relation spatiale, il a lieu à une certaine distance de l'autre, et avec une relation temporelle, il n'a pas lieu au même instant. Ça, cette intuition, ça va être très difficile de la dépasser. Peut-être qu'il faudra, sans doute qu'il faudra, en tout cas on ne sait toujours pas ce que c'est que l'espace et le temps, mais il faut quand même admettre que c'est ce qui structure toute notre représentation du monde. Qu'il y a des événements qui sont identifiés par eux-mêmes, qui sont des éléments du monde, et qu'il y existe entre ces éléments du monde des relations spatiales et des relations temporelles. Et ces relations spatiales et temporelles vérifient un certain nombre de propriétés, si on s'en tient en relations spatiales. Ces relations spatiales entre les éléments du monde entretiennent, enfin, ces relations manifestent des propriétés qui sont formalisables par la géométrie euclidienne, par exemple, ou par une autre si on fait de la relativité générale. Mais ça reste une géométrie. C'est une formalisation, bien sûr, de notre intuition. Alors, ces relations spatiales nous sont tellement intuitives que jusqu'à une date récente, on n'a jamais imaginé que la géométrie pouvait être autre chose que justement ce que nous dit notre intuition et que Euclide formalisait, enfin Euclide ou d'autres, ce qu'on appelle la géométrie euclidienne. Et quand on a découvert au XIXe siècle que cette géométrie n'était pas unique, il y avait d'autres façons de définir des relations spatiales entre points, entre éléments d'un espace, ça a été un choc énorme. Alors évidemment, on n'a pas découvert que les choses pouvaient être courbées. Une surface peut être courbée, voilà, ça c'est pas courbé, un cylindre, mais ouais, prenez une sphère, c'est courbé, mais on le décrit comme une surface courbe au sein d'un espace qui ne l'est pas. On conçoit quand même l'espace 3D comme un truc qui n'est pas courbé. Est-ce qu'un corps... Mais ce qui a été découvert, c'est que Gauss en particulier, et puis Riemann, etc., on a découvert qu'on pouvait définir la courbure d'une certaine surface, par exemple, de façon purement intrinsèque, sans l'imaginer plongée dans un espace plus vaste dans lequel elle apparaît courbée, évidemment, mais l'espace, lui, ne l'est pas. C'est-à-dire, on a toujours la conception de l'espace 3D comme euclidien, même si on considère une surface qui courbe à l'intérieur. Mais que, intrinsèquement, les relations géométriques des objets puissent manifester, puissent ne pas être euclidiennes, puissent ne pas être plates, ça, c'est une découverte importante. Et dès lors qu'on découvre ça, on se dit « Ah, mais du coup, la modélisation de la réalité physique qu'on a faite à partir de cette intuition, est-ce qu'elle est vraiment pertinente ?» Alors, forcément, elle est pertinente, sinon elle ne nous serait pas intuitive. Et, tout ce qui nous est intuitif, c'est parce que c'est efficace dans le monde. Hein. Encore une fois,
je sais pas, un écureuil a une notion de distance, une antilope, une notion de vitesse et de distance. Si elle voit le lion qui vient par là très vite, elle part, et si elle voit qu'il va par là, elle s'en fiche, etc. Enfin, donc, toutes les notions intuitives qui ont émergé, elles sont pertinentes, c'est sûr. Mais la question, c'est jusqu'à quel point? Parce que notre expérience du monde est limitée à une certaine échelle, à un certain contexte, etc. Contexte de taille, d'énergie. Et donc, quand on a mis le doigt sur la possibilité qu'il y ait d'autres géométries que la géométrie euclidienne, évidemment, la question se pose immédiatement. Elle ne s'est pas posée immédiatement, mais ce n'est pas grave. Quelques décennies après, par d'autres biais, par le biais de la gravitation, etc., on se dit, mais en fait, jusqu'où notre intuition est conforme à la réalité physique? Et la réponse, c'est jusqu'à ce qu'on tombe sur des champs gravitationnels très intenses. Et là, ça ne marche plus. Bon, on parlera de relativité générale, mais... Et donc, la même chose pourrait être vraie à une échelle plus profonde encore, et on pourrait revenir mettre en cause, y compris ces notions fondamentales. Alors, la notion de matière, essentiellement, c'est déjà fait, c'est-à-dire que la physique quantique, on avait la quantique ici, la première chose, la chose la plus éclatante que nous dit, enfin, peut-être des deux choses les plus éclatantes que nous dit la physique quantique, c'est que la matière n'est pas matérielle, au sens où on l'entend. Ce que la notion de matière évoque pour nous, c'est-à-dire ce qui, dans la réalité physique, a fait émerger en nous l'intuition d'une matière telle que on se la représente tous spontanément, quoi. Cette idée de la matière n'est pas pertinente à un niveau plus fondamental de la description du monde. Mais c'est parfaitement pertinent quand même, c'est-à-dire que le niveau plus fondamental, je ne dis pas ultime, mais le niveau plus fondamental de description du monde auquel on est parvenu actuellement, permet de rendre compte de l'illusion de la matière, enfin de la manifestation de la matière. Mais la matière ne recouvre, enfin la notion de matière ne recouvre pas quelque chose qui est fondamental dans la réalité physique. C'est important. On n'est pas encore parvenu à faire ça avec l'espace et le temps, mais tout indique qu'il faudra le faire. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué, au sens parce que le temps, parce que là on touche à l'existence, indépendamment même d'un support matériel en quelque sorte. On disait au tout début, pour être identifiable, il faut persister. Mais c'est vrai pour un objet, c'est vrai pour un sujet aussi, en fait. Est-ce qu'on peut imaginer un sujet qui se perçoit à lui-même, une conscience réflexive, qui durerait qu'un instant, qui ne soit pas capable de se réidentifier elle-même, en fait? C'est pareil, c'est toujours le problème de la réidentification. C'est-à-dire, je crois être moi. Oui. On change en permanence à chaque instant de cellules. Tout à fait. Mais on se reconnaît, voilà, on se reconnaît, ouais, on est capable de dire que c'est le même fleuve, même si évidemment c'est pas le même fleuve, mais c'est le même fleuve. Donc voilà, on fait naître une entité qui ne dépend plus du support matériel, spécifique, voilà, mais qui est identifiée en tant qu'entité quand même. Et cette entité, elle est identifiable parce qu'elle persiste. Si le temps n'est pas le temps, enfin, c'est difficile j'allais dire, c'est difficile de penser un monde sans le temps. Notez bien au passage que la pensée nécessite le temps. Et d'ailleurs, il y a un problème. Moi, je suis toujours surpris que cette question ne soit pas plus mise en lumière. Moi, une chose une question qui me taraude vraiment, c'est la question de la pensée en tant que processus se développant dans le temps. Parce qu'il y a le même problème du continuum. On a l'impression qu'on a une pensée, puis une autre pensée, puis une autre pensée. Quand on a un raisonnement,
on a une suite d'arguments, on a l'impression qu'il y a telle pensée, puis telle autre, puis telle... Il y a quoi entre les deux, en fait? Qu'est-ce qui fait le lien? Comment? Est-ce qu'il y a une continuum? On n'a pas du tout la conscience d'un continuum de pensée. On a une pensée, puis une autre, en fait, discrète. Et pourtant, on fait un raisonnement qui se tient. Comment, d'ailleurs, on se souvient, au milieu du raisonnement, d'où on est parti et où on veut aller? Il y a une espèce de continuum dans le développement de la pensée, de la considération du monde, de la pensée du monde, qui, je trouve, est extraordinairement, pas problématique, elle a lieu, mais qui est extrêmement profonde, en fait. Et je ne suis pas sûr qu'on en ait vraiment... D'abord, qu'on en ait vraiment pris conscience, et en tout cas qu'on en ait tiré peut-être tous les enseignements. De même que le paradoxe de Zénon, on l'a résolu, si on veut, mathématiquement, mais je ne crois pas qu'on en ait tiré tous les enseignements. C'est bien plus riche que ça, il y a beaucoup à en tirer. Et pour ce que je viens de dire sur la pensée, ça me paraît pareil aussi. D'ailleurs, en quelque sorte, c'est un paradoxe de Zénon aussi, en fait. Entre deux idées, il y a quoi? Il y a une autre idée? Ou alors sinon, s'il n'y a pas, il y a quoi? Il y a un vide de la pensée? Mais du coup, comment l'autre pensée peut succéder à la précédente? Si vraiment il y a une coupure, il faut bien qu'il y ait un lien, sinon on ne pourrait même pas faire un raisonnement qui se tient. Il y a un truc là qui me paraît en fait extraordinairement profond, mais sur lequel je suis sec, bien sûr. Oui? En lien justement avec ça, est-ce qu'il y a des études sur la mémoire d'un point de vue purement physique? Alors d'un point de vue physiologique, oui. Au-delà de ça, je pense pas assez, en tout cas. Oui, il y a des études sur le... Mais le problème, c'est que des études sur la conscience, c'est compliqué. Il y a des études, effectivement, d'abord sur les zones qui sont activées, sur les processus de rappel en mémoire, etc. Il y a des études là-dessus. On est très très loin d'avoir compris le problème. Le problème de la mémoire me paraît peut-être le problème fondamental, qui est lié à la conscience et qui est lié au temps. Et c'est pour ça que une chose, c'est de dire « Ah oui, bah, le temps est discret. » Oui, ok, c'est pareil, le temps est discret. Ah, donc, ça veut dire qu'il y a un instant, puis il y a un instant suivant, il n'y a rien entre les deux. Mais justement, c'est pareil que ce que je dis pour l'espace, je le dis pour le temps. S'il y a de l'espace entre les deux, c'est quoi l'espace entre deux instants? C'est bien du temps, c'est la définition. Donc, ça veut dire qu'il y a des instants entre les instants, donc c'est plus le suivant. Enfin, on retombe sur le même problème. Ouais. On pourrait argumenter que même si le temps il est continu, notre perception du temps elle est discrète. Oui. Nécessairement, parce que rien que notre œil fonctionne à 30 images par seconde, par exemple. Ouais. On n'a pas une perception continue de tous les instants, c'est pas possible parce qu'ils sont tous les instants. Ouais. Sens d'ailleurs de le dire, mais en tout cas, on n'a pas une perception continue du temps nécessairement, parce que notre perception, en tout cas visuelle, elle est nécessairement découpée en 30 images par seconde. Mais chaque perception se donne comme instantanée à la conscience. Et la conscience se donne elle-même comme présente. Et ça... faux. Ça, c'est... Ouais, c'est troublant. Quelle heure est-il, juste... Hein? Il faut ouvrir la fenêtre, il y a quelqu'un qui peut... C'était quoi, en fait? J'ai l'impression... Quelqu'un qui tapait une... J'ai l'impression d'avoir vu un nuage de craie, non? Quelqu'un qui... C'était pas ça? J'ai vu... Je sais pas. Bon. On arrive à peu près au bout, là, a priori. Je sais pas si... Est-ce qu'on a des choses à... Enfin, au bout de l'heure, pas au bout de la physique. On a à peine commencé. Je pense qu'on a dit des choses importantes. C'est important de fixer le cadre, juste peut-être pour résumer. Donc, notre intuition, c'est qu'il y a des objets, c'est-à-dire sur lesquels on peut se mettre d'accord. C'est pas juste, on peut en parler ensemble et on peut, donc au moins des éléments intersubjectifs. On peut identifier ensemble des éléments du monde qui sont sous-tendus. Donc, il y a une idée de matière. Donc des objets matériels distribués dans l'espace, évoluant dans le temps, selon des lois quantitatives. On a vu que la notion de quantité était complexe
il y avait une notion très intuitive, les nombres antinaturels, où on fait du comptage, et une notion a priori simple, parce qu'elle nous est extrêmement familière, mais beaucoup plus problématique, qui fait intervenir le continuum. Ce qu'on a dit sur l'espace, qui est difficilement une quantité de points, parce que ce serait infini, ou sur le temps, qui est difficilement une quantité d'instants, parce que c'est pareil, on pourrait le dire pour la matière, c'est ce qui avait conduit à la notion d'atome. Comment mesurer la quantité de matière? Alors c'est quoi la quantité de matière? C'est la masse. C'est ça qu'on appelle la masse en fait. Il y a plus de matière, c'est une plus grande masse. Je sais ce que ça veut dire 2 fois plus de matière. Ok, une masse 2 fois plus grande. Je peux donner une façon opérationnelle de donner sens à ça, avec une balance, en mettant 2 poids pour l'équilibrer, 2 fois le même poids pour l'équilibrer, et donc je dis j'ai une masse 2 fois plus grande. Donc j'ai une notion pareille de quantité de matière en termes de rapport. Donc j'ai une quantité de matière, une quantité d'espace, une quantité de temps, donc des masses, des longueurs, des durées. Il y a une notion de quantité qui n'est pas ramenable à un comptage, sauf si je me donne une unité, je choisis une unité arbitraire, et après je les compte. Donc il y a vraiment ces 2 choses distinctes. Et alors, et donc c'est pour ça que ces grandeurs-là, espace, temps, matière, donc masse, longueur, durée, en physique, et c'est quelque chose de fondamental quand on fait de la physique, ces grandeurs physiques sont associées à une unité particulière, qui est arbitraire. Pour la masse, vous le savez tous, c'est les kilogrammes. On compte les masses en kilogrammes. On a décidé que ça fait 1 kg, et après c'est bon. Après on fait des rapports, après ça devient numérique, on compte, tout va bien. Enfin, ça devient arithmétique, je dirais. Pour les longueurs, on a décidé 1 mètre, voilà. Et pour les durées, on a décidé 1 seconde. Eh bien, toutes les grandeurs de la physique classique s'expriment avec ces 3 unités uniquement. C'est vraiment le cœur de notre intuition du monde, ces 3 choses-là. On ne sait pas aller au-delà, on ne sait pas trouver une entité qu'on pourrait compter. On est obligé de définir arbitrairement des unités. Mais une fois qu'on a défini ces unités, toutes les grandeurs de la physique classique sont exprimables en termes de ces unités. Par exemple, la vitesse, c'est des mètres par seconde. C'est une quantité d'espace par unité de temps, etc. L'énergie, c'est des kilogrammes mètres carrés seconde moins 2. Je sais pas moi, la viscosité, c'est telle unité. Tout s'exprime en termes de kilogrammes, de mètres et de secondes et de combinaisons. Ça nous dit quelque chose d'important, c'est que vraiment ça, c'est fondamental, on ne sait pas le déplacer, mais par contre, ça suffit en quelque sorte. On arrive, c'est une prouesse extraordinaire de la physique, que d'être arrivé à rendre compte des phénomènes à notre échelle, pour la physique quantique, donc simplement d'avoir réussi en quelque sorte à formaliser notre intuition physique en termes de ces grandeurs fondamentales dont on voit bien quand on réfléchit un peu que ça va être très très difficile de les dépasser. Pour la masse, c'est un peu différent parce que donc c'est toujours le problème de la subdivision de la matière. Est-ce qu'à un moment on arrive à un élément qu'on ne peut pas diviser? Et c'est vrai que les Grecs ont pensé très tôt la question d'atomes, ce qui est remarquable, mais ça pose quand même le problème, c'est quoi la forme d'un atome? C'est censé pas avoir de forme, puisque si ça a une forme, pour parler d'une forme, il faut pouvoir distinguer des parties, et de voir qu'elles sont dans une certaine relation l'une avec l'autre. Donc, forme, c'est pas compatible avec atome. Mais du coup, c'est un point, mais si c'est un point, comment on les assemble? Et si c'est un point, on revient au problème. Le fameux point matériel de Newton, qui est une idéalisation. Mais si c'est un point, c'est-à-dire ça n'a pas de volume. Si ça n'a pas de volume, comment ça a une masse? Et comment ils s'assemblent? Alors vous savez, il y a la fameuse théorie des atomes crochus, là, justement, qui ont une forme et c'est comme ça qu'ils s'assemblent. Oui, mais s'ils ont une forme, ce n'est pas des atomes. C'est-à-dire c'est pas l'entité plus... Peut-être qu'on ne peut pas la casser, mais on peut envisager une partie plus petite.
Ça n'a de forme, on ne peut attribuer une forme aux choses que si on identifie des éléments de cette chose qui sont dans certains rapports géométriques les uns avec les autres. Donc voilà, donc ces trois choses-là sont constitutives de notre intuition. Ce qui est remarquable avec la physique, on verra un peu comment, on ne fera pas toute la physique, mais on verra, suivant ce qui vous intéresse, on verra comment la physique a pu formaliser cette intuition à partir de ces éléments-là. Et puis on verra aussi comment on a fini par dépasser ça quand on sort de notre intuition, quand on sort du cadre dans lequel on évolue spontanément et qui a forgé donc cette intuition, eh bien on découvre que en fait la matière n'est pas ce qu'on croit, les forces pas forcément non plus, etc., etc. Enfin on verra. Et puis j'oublie pas, parce que ça avait l'air de vous intéresser aussi, la question de comment architecturer, sans sortir de notre intuition physique, comment architecturer les différents éléments du monde à différentes échelles pour faire des corps macroscopiques. C'est quoi la physique macroscopique? On disait qu'il faisait froid tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que la chaleur? Chaleur, température, ces notions-là sont plus complexes qu'ils pourraient sembler. En tout cas, ça n'a pas été simple de les formaliser, la notion de pression, enfin toute la thermodynamique, c'est quelque chose d'intéressant, d'important, et qui fait naître une grandeur physique très étonnante, je trouve très étonnante l'entropie, qui est quelque chose qui s'avère pertinent alors que ce n'est rien au départ, donc c'est lié à la physique statistique. Je fais juste, et on s'arrête, je souligne juste que toutes les grandeurs qu'on a rencontrées, ou que la physique classique a fait émerger, enfin, ou a précisé pour formaliser donc, notre intuition du monde, toutes ces grandeurs sont des grandeurs qui nous étaient déjà intuitives d'une façon ou d'une autre. La notion de pression, la notion de température, la notion d'énergie. La notion d'énergie, le mot énergie existait depuis toujours. Enfin, alors, on n'avait pas bien cerné ce que c'était, de même que la température, ce n'était pas forcément clair, mais cette notion existait, les mots existaient, donc les notions existaient de façon vague, la physique les a précisées, a bien formalisées, a bien expliqué ce que c'était, trouvé les liens les uns entre les autres, mais cette notion d'entropie, ce mot a été inventé au XIXe siècle. Rien dans notre intuition physique n'avait... dans l'expérience des hommes, de l'humanité, n'avait nécessité l'introduction de cette notion. Ça me fascine. Je ne sais pas s'il y a un autre exemple comme ça de notion que la physique a fait émerger. Peut-être la notion de champ, dans le sens que utilise la physique, et c'est une autre découverte absolument fondamentale sur laquelle on reviendra, qui relève encore de la physique classique, mais qui a un changement de perspective qui sera important d'expliciter. Bon, peut-être on s'arrête là. Donc à la semaine prochaine. Même lieu, même heure et moins froid, j'espère. Bon.